Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir en cette date symbolique à l'Institut national du service public pour cette journée d'hommage dédiée à Jacques Delors, à travers laquelle nous aimerions questionner son héritage. Je voudrais avant tout remercier le professeur Michel Mangenot qui est à l'origine de l'organisation de cette journée. C'est lui qui, en tant que directeur de l'Institut d'études européennes de Paris 8 et en tant que spécialiste de politique européenne, m'a proposé ce partenariat. Je remercie également Fabrice Lara, qui est enseignant-chercheur à mes côtés à la direction de la recherche de l'INSP, qui connaît très bien le parcours et les travaux de Jacques Delors et qui a accepté immédiatement de m'aider à répondre positivement à cette belle proposition dans des délais dont on peut dire qu'ils sont quand même extrêmement serrés à l'échelle du monde universitaire. Donc s'il nous a semblé à tous les trois que l'Institut constituait sans aucun doute un cadre adapté pour un tel hommage scientifique, cela tient sans doute avant tout à la fonction assurée par la direction de la recherche de l'INSP. En effet, en termes de structure, la direction de la recherche constitue la principale différence entre l'École nationale d'administration et le nouvel Institut national du service public. Elle a la charge de contribuer puissamment, si possible, à la transformation de l'institution en assumant essentiellement 3 missions. Constituer un corps enseignant composé de chercheurs et de praticiens de l'action publique, lancer des projets de recherche dans le domaine de l'action publique, intégrer l'apport des sciences dans l'offre de formation et offrir un parcours doctoral aux élèves volontaires, et puis nouer des partenariats universitaires, intégrer des réseaux académiques internationaux. Sur chacun de ces 3 volets, nous avançons vite au service du bien commun. En 1 an et demi, nous avons composé une équipe de recherche interdisciplinaire, recruté et financé 9 doctorants dans des disciplines diverses et complémentaires. Nous avons lancé une demi-douzaine de projets de recherche avec des universités françaises et étrangères, des sociétés savantes, une fondation, l'Association pour la Fondation internationale de finances publiques. Ces projets portent sur l'étude de la dette publique, sur les liens entre ressources naturelles et économie locale, sur les politiques de sécurité sociale, sur la manière dont on pense l'État en Europe aujourd'hui, sur le processus de transformation publique. Nous organisons chaque mois un séminaire de recherche interdisciplinaire. Notre premier colloque qui s'est déroulé ici, co-organisé avec le parquet général près la Cour des comptes au mois de novembre, a réuni près de 3000 participants autour de la question de la nouvelle responsabilité financière des gestionnaires publics. Et le colloque qui a été consacré notamment par Fabrice Lara en janvier dernier aux lignes rouges de l'administration avec des collègues de l'université de Dauphine a permis lui aussi de poser un certain nombre de jalons quant à la fonction de la direction de la recherche dans l'Institut. Surtout, nous avons introduit des ateliers de formation à la recherche et par la recherche à destination des élèves de la formation initiale et qui recueillent un grand succès auprès d'eux. Nous avons inséré une nouvelle compétence, mobiliser la science dans la conduite de l'action publique pour nos élèves. Et puis nous construisons actuellement, en partenariat étroit avec les administrations de sortie, les ministères, les corps de contrôle, etc., un parcours doctoral qui sera ouvert aux élèves volontaires à partir de l'année prochaine. M'a semblé utile de faire ce petit panorama introductif pour bien vous expliquer que c'est dans ce cadre à la fois riche et protéiforme que s'inscrit l'organisation de cette journée d'études. La feuille de route de l'Institut, qui a été remise à sa directrice par le Premier ministre en janvier 2022, nous enjoint en effet à placer l'INSP sur la carte de la réflexion contemporaine consacrée à l'action publique et à l'administration. Cette carte ne peut se concevoir, bien sûr, que tout à la fois comme nationale, européenne et internationale. Alors, évidemment, une pensée et un parcours comme ceux de Jacques Delors, avec cette forme de réalisme profondément social qui les caractérise, y trouvaient toute leur place avec évidence. C'est pourquoi je remercie l'ensemble des intervenantes et des intervenants de nous avoir fait le plaisir et l'honneur de s'y pencher aujourd'hui à nos côtés. Je suis sûre que nous saurons en tirer collectivement des enseignements utiles.
Et je ne voudrais pas terminer sans avoir remercié également mon équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour permettre la réalisation de cette journée. Je prie de m'excuser, je ne pourrai pas le faire ce soir car je devrais partir à Strasbourg en fin d'après-midi. Or, en ces débuts d'institutionnalisation de la direction de la recherche, je crois utile de vous donner à voir qu'il s'agit d'un effort collectif. Donc je voudrais remercier tout d'abord Grant Gutmann, qui est archiviste de l'INSP et qui s'est chargé d'obtenir le rapatriement, on va dire, provisoire, depuis les archives nationales de Pierrefitte, des cours que Jacques Delors a dispensés à l'ENA de 64 à 67, ainsi que des conférences qu'il a pu y donner par la suite. Remercier également Gaëlle Laure et Stéphanie Vriac qui s'occupent toutes les deux de l'antenne parisienne du Centre de ressources et d'ingénierie documentaire, dont Gaëlle est responsable, et qui se sont chargés de valoriser les documents que vous avez pu voir exposés dans les vitrines du hall. Je remercie surtout au CRID, Cathy Simon-Bloch, qui est notre chargée d'études documentaires responsable du Centre de documentation européenne qui est basé à l'Institut. Merci Cathy, puisque vous êtes là. Il ne reste plus que quelques centres de documentation européenne en France. Vous le savez peut-être, les européanistes dont je suis y sont évidemment particulièrement attachés et nous sommes très fiers de faire ainsi partie de ces dépositaires, de cet esprit d'Europe dont nous avons quand même si fort besoin ces temps-ci. Cathy s'est chargée de la très belle bibliographie consacrée à Jacques Delors que vous trouverez en ligne et qui vous sera remise tout à l'heure, depuis la sélection très rigoureuse des ressources jusqu'à la très belle photo qu'elle a choisie pour illustrer l'ensemble et dont je la remercie parce que je crois qu'elle témoigne avec évidence de son engagement sur cette question. Parmi toutes les photos qu'on a vues, elle en a choisi une qui me semble très représentative de ce que nous essayons de dire aujourd'hui. Enfin, je remercie mon assistante, Carole Combeau, qui est la bonne fée qui se penche systématiquement sur toutes les manifestations organisées par la direction de la recherche et qui les rend possibles parce qu'elle est hyper efficace, d'une façon tout à fait remarquable. Et je remercie aussi Lakhdar Bouzaïd, qui se cache là-haut mais qui est là, notre technicien audio qui se charge de faire fonctionner l'ensemble des aspects techniques et que je remercie pas mal ces temps-ci puisque la semaine dernière, il a été fort occupé lorsque nous avons organisé avec Sébastien Cotte les premières rencontres internationales de l'INSP formées à l'administration publique avec l'ENAP de Québec, pour lequel nous avons reçu 9 écoles nationales d'administration étrangères et une bonne partie des responsables d'écoles du réseau des écoles de services publics français. Donc c'est dans cette dynamique-là, qui est destinée à créer des échanges qui interrogent l'action publique contemporaine, que s'inscrit notre journée aujourd'hui, consacrée à l'itinéraire, à la méthode et à l'héritage de celui qui fut l'un des plus grands serviteurs de l'État de son temps, au service du bien commun et du projet européen. Je me réjouis que l'INSP soit aujourd'hui, grâce à la proposition de Michel, le cadre de tels échanges et je vous souhaite à toutes et à tous de très riches réflexions collectives. Donc, quelques mots d'ouverture également. Je tiens évidemment particulièrement à remercier Céline Husson-Roche-Congar, directrice de la recherche de l'INSP, d'avoir accepté effectivement cette proposition si rapidement, puisque je me souviens, c'était dans cet amphi le 12 janvier dernier, où suite au décès de Jacques Delors, je vous ai proposé ce partenariat entre nos deux instituts. Et je me réjouis que l'Institut d'études européennes de Paris 8, que je dirige depuis 6 ans, soit le partenaire de cette journée. L'IE a été créé en 1992. Édith Cresson a présidé son conseil pendant 20 ans et permettez-moi de citer un mot de Pierre Vimon, le président de notre conseil depuis 2022, actuellement retenu à New York, qui me dit « Je serai avec vous par la pensée et applaudis de tout cœur à votre initiative ». Le décès de Jacques Delors, le 27 décembre dernier, a suscité ce projet qui entend évidemment, au-delà des hommages, dont celui aux Invalides le 5 janvier, de dresser, avec d'autres, j'y reviendrai, un premier bilan de l'homme, l'unité d'un homme, pour reprendre les titres d'un ouvrage célèbre, sans négliger certains éléments moins connus de sa trajectoire, sur lesquels je reviendrai, sa prudence européenne dans les années 60, le rôle de sa transition en 1979 au Parlement européen. Alors la date de cette journée d'études ne doit rien au hasard, puisque le 25 mars, c'est le jour de signature des traités de Rome il y a 67 ans. Jacques Delors avait signé une tribune avec Pascal Lamy, qui nous rejoindra tout à l'heure à 17h30, Enrico Letta et Yves Bertoncini,
le 25 mars 2017, nous serons fiers de fêter les 60 ans du traité de Rome. Alors, commençons par quelques paradoxes de la figure de Jacques Delors, et cette journée tendra peut-être d'en élucider certains d'entre eux. Des paradoxes que résument les titres de la presse le 28 décembre 2023. Pour Libération, le grand roman d'un Européen, l'architecte de l'Union européenne. Pour Le Monde, un grand d'Europe. Pour l'Opinion, l'artisan de l'Europe, un esprit indépendant au service de l'Europe. Pour l'Humanité, le chantre de l'Europe libérale. Pour moi, Jacques Delors serait une forme d'homme d'État européen, oxymore comme il les aimait, à l'image de sa fédération d'États-nations, puisqu'évidemment il n'existe pas d'État européen. Le paradoxe, c'est qu'il soit couronné à Bruxelles, Berlin, dans de nombreuses capitales, mais sans véritable héritage à Paris. En tout cas, on s'en entretiendra ce soir. Dans son pays, il semble plus admiré finalement en dehors de sa propre famille politique, sans doute peut-être parce que celle-ci a disparu depuis. Vilipendé à Paris par la gauche de la gauche, et pas seulement comme le père du néolibéralisme, il est en même temps perçu à Londres comme l'homme de l'interventionnisme et de l'État européen. D'un point de vue plus scientifique, l'homme du plan, dont on parlera tout à l'heure, a contribué à la libéralisation financière de l'Europe, et c'est une des thèses controversées de Raoui Abdelal dans un article controversé, lui aussi traduit en français en 2005, Le Consensus de Paris, où cet auteur prêche des pouvoirs quasi magiques à trois personnages français et de gauche, Jacques Delors pour l'Union européenne, Henri Chavransky pour l'OCDE et Michel Camdessus pour le FMI. En 1979, il est empêché, Jacques Delors, par ses collègues socialistes français, de prendre la présidence du groupe socialiste au Parlement européen. En 1984, il sera le second choix français, après Claude Cheysson, et il sera soutenu, on le sait, très fortement par le chrétien-démocrate allemand Helmut Kohl. Donc je tiens à remercier l'équipe de l'INSP, Fabrice Lara également, avec lequel j'ai le plaisir de travailler depuis plus de 15 ans maintenant, Sarah Fauss, Carole Combeau, Cathy Simon-Bloch pour l'excellent livret qui vous sera distribué sous format papier pendant la pause tout à l'heure, ainsi que Geneviève Félicita. À l'IE, je voulais remercier notre responsable administratif et financier, ainsi que Antonin Tirard, excellent terre de l'IE, qui vous a accueilli tout à l'heure. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir des étudiants de notre Master Union européenne et mondialisation, que je salue. Ils ne sont pas aussi nombreux que prévu, puisque c'est la fin de notre année universitaire. Le 26 février dernier, certains d'entre eux étaient au Palais Bourbon pour la reconstitution de la ratification du traité de Rome, avec des comédiens de la Comédie Française. Et le 24 novembre 2023, au Palais d'Iéna, nous accueillons pour notre colloque annuel un ancien responsable du Club Témoin, donc le club fondé delorien ou deloriste, qu'avait présidé François Hollande, que j'avais interrogé sur l'héritage à l'époque, le 24 novembre, de Jacques Delors en matière d'affaires européennes, et il me répondit « Je suis plutôt delorio-jospinien ». 3 moments rythmeront cet après-midi, donc 2 tables rondes scientifiques, une qui va commencer tout de suite sur l'itinéraire. Toutes les périodes, évidemment, n'ont pas pu être traitées dans un colloque organisé si rapidement de façon exhaustive, comme par exemple son passage au cabinet Chaban. Mais nous nous sommes davantage focalisés sur sa contribution plus institutionnelle que politique. Certains épisodes seront analysés néanmoins, sont moins connus, comme vient de le dire Céline, son rôle de professeur de l'ENA, qui a aussi professeur à l'ENA, qui a aussi suscité l'idée de ce partenariat, ou le député européen, dont beaucoup ignorent qu'il a joué ce rôle entre 1979 et 1981. À ce propos, je tiens à souligner l'ouvrage d'Éric Bussière, parmi nous évidemment aujourd'hui, L'Europe de Jacques Delors, sorti en janvier, comme par un pressentiment, chez Sorbonne Université Presse. La deuxième table ronde portera sur la méthode, car Delors était un acteur, mais aussi un penseur. Peut-être davantage un penseur de la méthode. Dans son discours de Bruges en 1989, Jacques Delors parlait déjà, je le cite, de l'exercice en commun de la souveraineté européenne. C'est 28 ans avant la souveraineté européenne, avant le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron, qui devait d'ailleurs être, pour la petite histoire, être un autre discours de Bruges. Jacques Delors a participé à de nombreux clubs
Il en a fondé, il a participé au club Jean Moulin, mais il a fondé des clubs dont on reparlera sans doute cet après-midi ou ce soir. Citoyens 60, Échange et Projet, Clistène, Témoins, Notre Europe, dont nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir les personnes qui ont contribué avec Jacques Delors à le fonder et qui continuent aujourd'hui de le diriger, ainsi que celui qui a été créé à Bruxelles. En conclusion, un débat sur son héritage avec 5 grands témoins qui ont travaillé avec Jacques Delors à des périodes très différentes de sa carrière, autour de Pascal Lamy, qui a repris le flambeau comme commissaire et actuel coordonnateur du réseau des think tanks Jacques Delors, Paris, Berlin, Bruxelles. Et nous aurons également le plaisir d'accueillir un ancien directeur de cette maison, qui a depuis changé de nom, qui était à l'époque son chef de cabinet rue de Rivoli, Bernard Boucaud. Cette journée sera filmée et enregistrée pour conservation des débats et valorisation. Elle fera ensuite, nous l'espérons, d'une publication écrite de textes plus détaillés et peut-être élargis dans une nouvelle collection de recherche de l'INSP, comprenant également le livret qui vous sera distribué. Donc je passe tout de suite la parole à Fabrice Lara qui va animer la première table ronde. Et je ne résiste pas de vous donner une petite anecdote, puisque Fabrice avait été sollicité pour aider Jacques Delors dans la préparation de ses mémoires. Voilà, je vous souhaite de bons travaux et à tout à l'heure.